assemblées. Nous savons ce qu'il en est. Puisque toute pensée affirmative biaisée mérite d'être complétée. Et oui, partir d'ici étant borné par cette affirmation erronée serait un crime, jusqu'à avoir une épée de Damoclès. Le débat qui nous oppose ce soir est celui de la ridicule remise en cause de la liberté, du pouvoir, de la primauté du pouvoir sur la liberté. Débat qui transcende toute considération tant philosophique que politique. Car est-ce la liberté qui engendre le pouvoir? Telle une poule donnant naissance à une œuf? Ou encore, est-ce le pouvoir qui façonne la liberté? Tel un œuf donnant naissance à une poule. Face à cette énigme séculaire, je me sens investi d'une mission salutaire. Vous éclairer sur la véritable nature de cette relation. Volontiers, je me prête à ce débat. Avant tout propos, Monsieur le Président, cher Joël, procédons à un balisage conceptuel. En effet, après avoir côtoyé Kant, Rousseau et Hobbes, il faille que je comprenne que dans le contexte du sujet, la liberté serait définie comme l'obéissance à la loi qui s'est prescrite, limitant-nous. Alors que le pouvoir, lui, serait pris comme la capacité dévolue à une autorité d'user des moyens propres à exercer la compétence qui lui est attribuée, soit par voie d'élection, soit par mandat, autrement dit, procuration. Pour ce faire, je vais discourir dans deux axes. Le premier axe démontrera comment, à la suite d'un pacte social pour consolider la liberté, on en découle à la volonté générale et par conséquent, à un pouvoir qui fonde la liberté et non à une liberté qui fonde le pouvoir. Le deuxième axe, lui, portera sur l'existence d'un pouvoir protégeant les libertés des uns et celles des autres. Venons-en. 1945. Monsieur le Président, quoique je sois une personnalité publique, vous en faites pas. Je ne m'appesantirai point sur cette année vis-à-vis de votre personnalité juridique. Encore moins de cette même année où les hommes hauts et chétifs, alors chétifs, pour côtoyer les femmes grandes de taille, porter des talons hauts. Non, suivez-moi au tribunal de Nuremberg. Le procès des criminels nazis, accusés des crimes contre l'humanité, se déroule dans une ambiance de gravité et de tension un peu comme ce procès. L'Europe de la guerre, le camp de concentration, le pogrom. Le monde découvre l'abomination d'un régime totalitaire et on bafoue les droits fondamentaux et plonger l'Europe dans le chaos. À s'y méprendre, l'on croirait que cette tragédie témoigne de l'horreur, de la puissance et de sa capacité à détruire la liberté. Mais en réalité, cette tragédie nous rappelle que c'est l'absence d'un pouvoir, la négation d'un ordre établi qui conduisit à un chaos indescriptible et à la destruction de la liberté. Cher Joël, sans tergiverser, puisque l'homme vit en société, sa liberté s'arrête où commence celle des autres. Cette formule, pour séduisante qu'elle soit, pose le problème de la coexistence des libertés plus qu'elle ne le résout. À ce propos, j'en ai déduit une question. Quel est l'organe pouvant poser la frontière entre ma liberté et celle d'autrui? Vous le savez bien, c'est le pouvoir à travers des lois établies. Voyez-vous, cher Pousse, c'est le pouvoir qui fonde la liberté. Oui, Dieu que c'est à cette question que Rousseau s'efforcera de répondre dans le contrat social. Trouver une forme d'association. Et donc, une autorité légitime qui détiendra un pouvoir pour protéger et défendre toute la force commune. Et d'ailleurs, telle est la formulation du problème qui trouve sa solution dans le contrat social, par lequel chacun accepte librement de se soumettre à la volonté générale, de créer une forme de souveraineté pour créer ensuite une entité supérieure qui exercerait un pouvoir sur eux. Pour illustrer cela ce jour, l'on parlerait du scrutin. Vous l'aurez donc compris,
La liberté est alors obéissance à la loi quand c'est prescrite. Et d'où provient celle-ci? D'un pouvoir qui la légifère. Même si, hélas, dans mon pays, ceux qui la légifèrent sont les plus impatients à la violer le lendemain de sa publication. Subséquemment, deux remarques s'imposent. D'une part, si les hommes faisaient toujours ce qu'ils doivent faire, il n'y aurait pas besoin de loi. La loi émanant d'un pouvoir contient donc en elle-même la possibilité de sa transgression et nécessite le recours à la force. Deuxièmement, s'il est légitime que le pouvoir légifère le droit, est-il légitime, par exemple, d'interdire la consommation des produits toxiques, telle ma contradictrice? La liberté définie de façon positive cette fois n'est-elle pas le pouvoir d'effacer qu'on veut, dans les limites de ce que le pouvoir lui impose? Mais bon, passons. Chère contradictrice, oui, vous pouvez me sourire. Et je pense que, après mes arguments, vous allez m'écrire. Puis-je vous rappeler qu'en ce moment même, vous avez la liberté de vous exprimer, la liberté d'expression étant votre droit. Mais seulement, hélas, puisque la liberté ne fonde aucunement le pouvoir, vous n'avez guère le pouvoir de vous exprimer même en ce moment. Voici le moment venu de faire la lumière sur les petits arguments de ma petite grande déesse. Cette déesse a la silhouette d'une femme imposante avec une taille aussi grande que les colonnes du Parthénon. Et bon, puisqu'il faut l'appeler par son nom, Pandore. Tartuffe qu'elle est, avec sa stature qui me donne envie de porter des talons aiguilles, parfois, pour atteindre sa taille. Elle vous offrira un discours aussi long que les promesses montées d'un candidat en campagne électorale. Pensez à qui vous voudrez, escrochez votre bouche. Oui, vous remarquerez en elle une tendance de digresser. Elle vous fera miroiter sans doute une utopie pour la liberté, où l'individu est libre de faire tout ce qu'il veut. Mais, mesdames et messieurs, puis-je vous exhorter, débouchez vos oreilles face à ces arguments invectifs qu'elle s'apprête à vous développer. Oubliez les promesses ripollinées sur la liberté. Je vous prie même de faire fi face à ces arguments fallacieux. Oui, elle vous dira, peut-être, sans doute, avec une assurance qui me fera presque oublier le sens du mot humilité, que la liberté fonde le pouvoir. Mais, Pandore, dois-je te démontrer que ce n'est pas le cas par des questions si banales que ta compréhension? Qui a décidé des règles de ce concours? Qui a le pouvoir de choisir qui sera le meilleur? Qui a le pouvoir? C'est ce président, c'est ce jury, partant les règles auxquelles nous nous soumettons tous. Elle vous parlera peut-être de Montesquieu dans son esprit de loi. Un penseur brillant, oui, certes, mais qui n'a jamais connu la réalité d'un monde sans règles. Un monde où le plus fort domine le plus faible, où la liberté devient une illusion, un mirage qui s'évapore sous les assauts du chaos. Cher jury, Monsieur le Président, aimeriez-vous une ville sans loi, où chaque individu est libre de faire tout ce qu'il veut, où la justice se résume à la loi du plus fort? Mais c'est sur un monde sombre, un monde où l'harmonie et la paix seraient des souvenirs lointains. Alors, cher jury, Monsieur le Président, n'écoutez pas les sirènes de la liberté qui s'égarent dans le chaos, mais choisissez le pouvoir qui fonde la liberté. Faut-il conclure? Cher jury, juste voulu vous rappeler que vous avez le pouvoir de choisir qui sera meilleur à l'issue de ce procès. Oui, vous avez ce pouvoir. Et c'est ce pouvoir qui vous rend libre. Et de par ce pouvoir que vous détenez, vous avez la liberté de choisir, de remettre le prix
à qui vous voudrez. Voilà même que ce pouvoir qui vous est conféré fonde votre liberté. On n'est pas allé loin, je vous dis merci.